Le Noël d'Hercule Poirot, partie 2, 23 décembre. Chapitre 1. Tressiliane se hâtait tant bien que mal vers la porte d'entrée. La sonnette avait carillonné avec une agressivité inhabituelle, et il n'avait pas encore parcouru toute la longueur du hall qu'elle venait de retentir à nouveau. Tressiliane rougit d'indignation. En voilà des manières de s'annoncer chez les gens comme il faut. Si c'était encore une de ces bandes de chanteurs de Noël, il allait leur dire sa façon de penser. À travers la vitre dépolie du panneau supérieur de la porte, il distingua une silhouette. Un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau mou à large bord. Il ouvrit. C'était bien ce qu'il pensait. Un étranger, bruyant, voyant, vulgaire. La coupe de ce complet veston tape à l'œil. Encore un de ces démarcheurs sans vergogne. Ma parole, mais c'est ce bon Tressiliane, clama l'étranger. Ça boum toujours, Tressiliane. Tressiliane écarquilla les yeux, ouvrit la bouche, le regarda encore à deux fois. Cette mâchoire forte à la ligne arrogante, ce nez aquilin, ce regard rigolard. Oui, il connaissait ce visage. Il l'avait vu ici des années auparavant, en moins flambant à l'époque. « Monsieur Harry !» dit-il dans un souffle. Harry Lee partit d'un gros éclat de rire. « On dirait que ça vous flanque un coup. Pourquoi ça? Je ne suis pas attendu ?»« Si, monsieur. Bien sûr, monsieur. » Alors pourquoi le numéro de la surprise? Harry recula de quelques pas pour contempler la maison. Grosse masse de briques rouges sans caractère, mais faite pour défier le temps. Toujours la même vieille baraque, éructa-t-il. Mais enfin, elle est restée debout, c'est l'essentiel. Comment va mon père, Tressiliane? Il n'est plus très valide, monsieur. Il garde la chambre et ne se déplace qu'avec difficulté. Malgré cela, il se porte étonnamment bien. Le vieux sacripant. Harry entra, laissant Tressiliane lui ôter son écharpe et prendre son chapeau de matamore. « Et mon cher frère, Alfred, Tressiliane ?»« Il se porte à merveille, monsieur. » Harry eut un large sourire. « Impatient de me voir, hein ?»« Je le crois, monsieur. »« Eh bien, pas moi. Je parie qu'il prend ça de travers, ma réapparition. Alfred et moi, on ne s'est jamais entendus. Ça vous arrive de lire votre Bible, Tressiliane ? » ?»« Oui, monsieur. Parfois, monsieur. »« Vous vous rappelez le retour du fils prodigue ? Ça ne plaisait pas au bon frère, vous vous souvenez. Mais alors, pas du tout. Et je parie que ça ne vous plaît pas du tout non plus. Que ça ne plaît pas du tout non plus à ce bon Alfred. » Tressiliane demeura silencieux, les yeux baissés, protestant de tout son corps, raidi. Harry lui tapa sur l'épaule. « Allons, ma vieille, le veau gras m'attend. Menez-moi droit vers lui. »« Si vous voulez bien me suivre au salon, monsieur, » murmura Tressiliane. « Je ne sais pas au juste où ils sont. Ils ignoraient l'heure de votre arrivée, monsieur. C'est pourquoi ils n'ont pas envoyé la voiture. » Harry hocha la tête. Il suivit Tressiliane dans le hall en regardant de tous les côtés. Toute la vieille antiquaille est en place, à ce que je vois. Je crois bien que rien n'a changé depuis 20 ans que je suis partie. Je vais voir si je peux trouver monsieur ou madame Alfred, murmura Tressiliane en ouvrant la porte du salon. Et il se retira en hâte. Harry Lee fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta net, en découvrant la personne qui était assise sur le rebord de la fenêtre. Ses yeux détaillaient sans y croire les cheveux noirs, la pâleur veloutée de l'apparition. « D'où Jésus !» s'exclama-t-il. « Seriez-vous la 7e et plus belle femme de mon père ?» Pilar glissa de son perchoir et s'avança vers lui. « Je suis Pilar Extravagos, » annonça-t-elle, « et vous devez être mon oncle Harry, le frère de ma mère. »« Alors, c'est ça que vous êtes » dit Harry d'un air stupéfait. « La fille de Jenny. »
Pourquoi m'avez-vous demandé si j'étais la 7e femme de votre père ? Répondit Pilar. Il a vraiment eu 6 femmes ? Harry hurla de rire. Non, je crois qu'il n'en a eu officiellement qu'une. Eh bien, Pile, comment au juste votre nom ? Pilar. Eh bien, Pilar, ça m'embouche un coin de voir une aussi jolie fleur s'épanouir dans ce mausolée. Ce pardon ? Ce musée de vieilleries empaillées. J'ai toujours trouvé que ce gourbi était une horreur, mais il est encore plus moche que dans mon souvenir. Oh non, c'est superbe ici, dit Pilar d'une voix choquée. Les meubles sont superbes et les tapis. Je n'en ai jamais vu d'aussi épais et il y en a partout. Et puis, il y a plein d'objets. Tout est de très bonne qualité et tout fait très très riche. Là, vous n'avez pas tort, dit Harry avec un grand sourire. Il la contempla d'un air amusé. Vous savez, ça me fait vraiment quelque chose de vous voir au milieu de... Il s'interrompit. Lydia avait fait irruption dans la pièce et elle venait droit vers lui. « Comment allez-vous, Harry ? Je suis Lydia, la femme d'Alfred. »« Bonjour, Lydia. » Il lui serra la main, enveloppant son visage mobile et intelligent d'un rapide coup d'œil et appréciant mentalement sa façon de marcher. Si peu de femmes savent bouger. Lydia, de son côté, s'était vite fait une opinion. Il a tout de la parfaite crapule. Mais dans son genre, il ne manque pas de séduction. Pourtant, je ne me fierai jamais à lui une seconde. Elle lui sourit. Alors, à quoi ça ressemble après 30 années ? Très changé ou tout ce qu'il y a d'immuable ? Ma foi, tout ce qu'il y a d'immuable. Il regarda autour de lui. Mais cette pièce a été refaite. Oh, des tas de fois. Je veux dire, refaite par vous. Vous l'avez rendue différente. Oui, je l'espère. Il la gratifia d'un brusque sourire, un sourire goguenard qui la fit tressaillir tant il rappelait le vieil homme en haut. Ça a plus de classe maintenant. Je me suis laissé dire que ce vieil Alfred avait épousé une fille dont les aïeux avaient débarqué avec Guillaume le Conquérant. Eh oui, dit Lydia en souriant, mais ils ont perdu quelques plumes depuis. Comment va ce vieil Alfred ? Reprit Harry. Toujours aussi pantouflard ? Je ne sais pas du tout si vous le trouverez changé. Et comment vont les autres ? Dispersés aux 4 coins d'Angleterre ? Non, ils viennent tous ici, pour Noël, vous savez. Harry parut ébahi. Un vrai Noël familial, alors. Qu'est-ce qui lui prend au vieux ? Il ne donnait pas tellement dans le sentiment autrefois. Je me souviens pas de lui en se souciant d'une famille. Il doit avoir rudement changé. Peut-être, dit Lydia d'un ton sec. Pilar ouvrait de grands yeux captivés. Et ce vieux Georges, toujours aussi rapia ? Il criait comme un putois chaque fois qu'il devait lâcher un centime de son argent de poche. Georges est membre du Parlement, dit Lydia. Il est député de Westeringham. Quoi ? Boule de loto au Parlement ? Seigneur, c'est la meilleure. Harry rejeta la tête en arrière pour rire à son aise. Un rire énorme, barbare. On aurait dit qu'il allait tout fracasser dans la pièce. Pilar arrêta de respirer. Lydia eut un léger tressaillement. Puis, Harry cessa de rire aussi brusquement qu'il avait commencé et se retourna d'un coup. Il n'avait entendu personne entrer, mais Alfred se tenait là, très calme, et regardait son frère avec une expression bizarre. Harry demeura un instant immobile, puis un sourire lui vint lentement aux lèvres. Il fit un pas. « Ma parole, mais c'est Alfred !» Alfred hocha la tête. « Bonjour, Harry. » Ils restèrent là, se défiant du regard. Lydia retint son souffle. « Comme c'est grotesque, pensa-t-elle. On dirait 2 chiens en train de se mesurer. » Quant à Pilar, les yeux exorbités, elle se disait « Ceux qu'ils ont l'air bêtes à rester plantés comme ça l'un devant l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'embrassent pas ? Non, bien sûr, les Anglais ne font pas ça. Mais ils pourraient au moins dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien que de se regarder dans le blanc des yeux ? Eh bien, finit par articuler Harry, ça fait drôle de se retrouver ici. Je m'en doute.
Il y a pas mal de temps que tu es parti. Harry redressa la tête. Il passa un doigt le long de sa mâchoire, en un geste familier qui annonçait la bagarre. « Oui, dit-il. Je suis content d'être de retour. » Il suspendit la fin de sa phrase, comme pour lui donner plus de force. « Au bercail. » Chapitre 2. Je crois bien que j'ai été un très mauvais sujet, dit Siméon Lee. Bien calé dans son fauteuil, le menton relevé, il promenait pensivement un doigt sur sa mâchoire. Devant lui, dansaient les flammes claires d'un grand feu. Pilar était assise à ses pieds, un petit écran de papier mâché à la main dont elle se protégeait le visage. De temps à autre, elle s'éventait avec, d'un geste souple du poignet. Siméon la regarda avec satisfaction. Il continua de parler, plus à lui-même sans doute qu'à la jeune fille, mais stimulé par sa présence silencieuse. « Oui, dit-il, j'ai été un sale type. Que dis-tu de cela, Pilar ?» Pilar haussa les épaules. « Tous les hommes sont mauvais. C'est ce que disent les bonnes sœurs. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. » « Ah, mais j'ai été plus mauvais que la plupart. » Siméon rit. « Je ne me regrette pas, tu sais. Non, je ne regrette rien du tout. Je me suis bien amusée. J'ai profité de chaque minute. Il paraît qu'on se repent dans la vieillesse. C'est de la blague. Je ne me repens pas. Et comme je te le disais, j'ai tout fait. Tous les bons vieux péchés. J'ai triché, j'ai volé, j'ai menti. Seigneur, oui. Et les femmes, toujours les femmes. Quelqu'un m'a parlé l'autre jour d'un cheikh arabe qui avait une garde personnelle composée de 40 de ses fils, tous presque du même âge. Ah, 40. Je ne sais pas trop pour 40, mais je suis bien sûre que je pourrais produire une belle garde, moi aussi. Pour peu que j'aille chercher tous mes mouflets. Alors, Pilar, que penses-tu de ça? Choqué? Pilar le regarda sans ciller. Non, pourquoi je serais choquée? Les hommes désirent les femmes, mon père comme les autres. C'est pour ça que les femmes sont si souvent malheureuses, et c'est pour ça qu'elles vont prier à l'église. Le vieux Siméon fronça les sourcils. « J'ai rendu Adélaïde malheureuse, dit-il tout bas, comme pour lui-même. Seigneur, quelle femme, blanche et rose et jolie comme un cœur, quand je l'ai épousée. Et après, toujours à pleurnicher. Ça réveille le démon chez un homme, une femme qui pleure sans arrêt. Elle n'avait pas de caractère, c'était ça le malheur avec Adélaïde. Si seulement elle m'avait tenu tête. Mais elle ne l'a jamais fait, pas une fois. Quand je me suis mariée, je croyais dur comme fer que j'allais me ranger, élever une famille, rompre avec le passé. Sa voix s'éteignit. Il contempla pensivement le feu rougeoyant. Élever une famille. Quelle famille, Seigneur! Il laissa fuser un petit rire irrité. Regarde-les. Non mais regarde-les. À eux tous, ils n'ont pas été fichus de faire un seul enfant pour me continuer. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez eux? Ils n'ont donc pas une seule goutte de mon sang dans les veines. Pas un garçon, à eux tous, même illégitime. Alfred, par exemple. Le ciel me pardonne ce qu'il est assommant avec ses yeux de chien fidèle, prêt à m'obéir au doigt et à l'œil. Bon sang, quelle andouille. Sa femme, Lydia, c'est autre chose. Elle me plaît. Elle a de la branche, elle. Mais elle ne m'aime pas. Non, elle ne m'aime pas. Mais elle est bien obligée de me supporter à cause de ce cornichon d'Alfred. Pilar, souviens-toi de ça. Il n'y a rien de plus ennuyeux que la dévotion. La jeune fille lui sourit. Il poursuivit, réchauffé par sa jeunesse et sa troublante féminité. Et Georges, c'est quoi Georges? Un faux poids? Un crétin satisfait? Une enflure pompeuse sans tripes ni cervelle? Et avec ça, radin comme c'est pas permis. David, il a toujours été un imbécile et un songe creux. Le petit garçon à sa maman, voilà, David. La seule chose sensée qu'il ait jamais faite, ça a été d'épouser cette femme solide et bien en chair. Il frappa le bras de fauteuil.
Harry est encore le meilleur de tous. Pauvre vieille Harry, la brebis galeuse. Mais lui au moins, il est vivant. Oui, approuva Pilar. Il est bien. Il rit très fort en renversant la tête. Je l'aime beaucoup. Le vieillard la regarda. Tu l'aimes bien, hein, Pilar? Harry a toujours su s'y prendre avec les filles. Il tient de moi pour ça. Il se mit à rire, un petit rire hoquetant. J'ai eu une bonne vie, une très bonne vie. J'ai eu tout ce qu'on peut vouloir. En Espagne, dit Pilar, on a un proverbe qui dit « Prends ce qu'il te plaît, paye-en le prix, et Dieu sera content. » Siméon frappa le bras de son fauteuil en signe d'approbation. « Très bien, c'est ça. Prends ce qu'il te plaît. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Prendre ce qu'il me plaisait. » La voix de Pilar sonna, haute et claire, impressionnante soudain. « Et vous en avez payé le prix ?» Siméon cessa de rire. Il se redressa. Il se redressa, les yeux rivés sur elle. « Qu'est-ce que tu as dit là ?»« J'ai dit, en avez-vous payé le prix, grand-père ?»« Je n'en sais rien, » répondit lentement le vieillard. Puis, frappant son fauteuil du poing, il s'écria avec colère. « Qu'est-ce qui te fait dire ça, petite, hein ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Je me demandais, » dit Pilar. Le petit écran s'était immobilisé au bout de son bras. Ses yeux étaient sombres et mystérieux. Elle était assise, la tête en arrière, consciente d'elle-même, de sa féminité. « Espèce de sale gosse !» murmura Siméon. Elle répondit doucement. « Mais vous m'aimez bien, grand-père. Vous aimez que je vienne m'asseoir à côté de vous. »« Oui, j'aime ça, » dit Siméon. « Cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu un brin de fille aussi jeune et aussi jolie. Ça me fait du bien, ça me réchauffe mes vieux os. Et tu es ma chair et mon sang. Un bon point pour Jennifer. C'était elle la meilleure de la troupe, après tout. » Pilar souriait. « Mais on n'a pas comme ça, » reprit Siméon. « Je sais pourquoi tu viens t'asseoir là à écouter si patiemment débiter mes histoires. C'est l'argent. C'est ça qui t'intéresse. Ou est-ce que tu prétendrais aimer ton vieux grand-père ? » ?»« Non, je ne vous aime pas, » dit Pilar. « Mais je vous aime bien. Je vous aime beaucoup même. Vous devez le croire, parce que c'est vrai. Je suis persuadée que vous avez été infecte, mais j'aime bien ça aussi. Vous êtes plus réel que tous les autres de cette maison. Et vous avez des choses intéressantes à raconter. Vous avez voyagé et vous avez mené une vie aventureuse. Si j'étais un homme, je serais comme ça, moi aussi. » Siméon hocha la tête. « Oui, je le crois volontiers. Nous avons du sang gitan dans la famille. C'est du moins ce qu'on a toujours prétendu. Ça ne se voit pas beaucoup chez mes enfants, sauf chez Harry. Mais je crois qu'il est ressorti en toi. Je peux être patient, figure-toi, quand il le faut. Une fois, j'ai attendu 15 ans pour régler mes comptes avec un homme qui m'avait fait du tort. C'est une autre caractéristique des lits. Ils n'oublient jamais. Ils vengeront un affront, même s'ils doivent attendre des années pour ça. Un homme m'a roulé un jour. J'ai attendu 15 ans que la chance se présente. Et là, j'ai frappé. Je l'ai mis sur la paille, complètement lessivé. » Il rit doucement. « C'était en Afrique du Sud ?» demanda Pilar. « Oui, un grand pays. »« Et vous y êtes retourné après ?» ?»« J'y suis retournée 5 ans après mon mariage. C'était la dernière fois. »« Mais avant ça, vous êtes resté là-bas longtemps ?»« Oui. Racontez-moi. » Il se mit à parler. Pilar, protégeant son visage, l'écoutait. La voix d'un vieil homme ralentit, hésita. « Attends, dit-il, je vais te montrer quelque chose. » Il se mit précautionneusement sur ses pieds, en saisissant sa canne, boitilla à travers la pièce, ouvrit le coffre-fort et lui fit signe d'approcher. « Tiens, regarde ça. Touche-les. Fais-les rouler entre tes doigts. » Il vit son expression étonnée et se mit à rire.
Tu sais ce que c'est? Des diamants, petite, des diamants. Pilar ouvrit de grands yeux. Elle se pencha sur les pierres. Mais ce ne sont que des petits cailloux. Ce sont des diamants bruts. C'est comme ça qu'on les trouve, sous cette forme. Et s'ils étaient taillés, demanda Pilar d'une voix incrédule, ce seraient de vrais diamants? Absolument. Et ils brilleraient de toutes leurs facettes? De toutes leurs facettes. Oh, dit Pilar d'un ton enfantin, je n'arrive pas à y croire. Siméon s'amusait. C'est la pure vérité. Ils ont de la valeur? Pas mal, oui. C'est difficile à dire avant qu'ils soient taillés, mais enfin, ce petit lot vaut plusieurs milliers de livres. Pilar répéta en espaçant les mots. Plusieurs milliers de livres. Disons 9 ou 10 000. Ce sont des pierres assez grosses, tu vois. Pilar écarquilla les yeux. Mais pourquoi vous ne les vendez pas alors? Parce que j'aime les avoir près de moi. Mais tout cet argent, je n'en ai pas besoin. Oh, dit Pilar, visiblement impressionnée. Mais pourquoi ne pas les faire tailler pour qu'ils soient beaux? Parce que je les préfère comme ça. Son visage s'était durci, il se détourna et se mit à marmonner. Les toucher, les sentir entre mes doigts, ça me ramène au bon vieux temps. Tout me revient, le soleil brûlant, l'odeur du veld, les troupeaux, le vieil Hebe, les indigènes, tout, et les couchers de soleil. Il y eut un léger coup à la porte. « Remets-les dans le coffre, dit Siméon, et claque la porte. » Puis il cria. « Entrez !» Horbury entra, plein d'onction et de déférence. « Le thé est servi en bas, dit-il. Chapitre 3. Ah, tu es là, David, dit Hilda. Je t'ai cherché partout. Ne restons pas dans cette pièce. Il fait un froid de loup. David ne répondit pas tout de suite. Il restait debout, perdu dans la contemplation d'une chaise basse recouverte d'un satin fané. Puis il dit brusquement. C'était sa chaise, là où elle s'asseyait tous les jours. C'est celle-là, c'est bien celle-là. Simplement un peu passée, bien sûr. Le front de Hilda se plissa légèrement. « Je vois, dit-elle. Sortons d'ici. David, on gèle. » David, sans lui prêter la moindre attention, regardait tout autour de lui. C'était ici qu'elle se tenait le plus souvent. Je me revois sur ce tabouret pendant qu'elle me disait « Jean, le tueur de géants ». Oui, c'était ça, je m'en souviens. Jean, le tueur de géants. Je devais avoir 6 ans. Hilda lui posa fermement la main sur le bras. « Reviens dans le salon, mon chéri. Cette pièce n'est pas chauffée. » Docile, il se tourna vers elle, mais elle sentit un léger frisson lui parcourir le corps. « Rien n'a changé, murmura-t-il. Rien. Comme si le temps s'était arrêté. » Hilda parut inquiète. Elle se força à dire d'une voix ferme et joyeuse. « Je me demande où sont les autres. On ne doit pas être loin de l'heure du thé. » David dégagea son bras et ouvrit une autre porte. « Autrefois, il y avait un piano ici. Oh, mais il est toujours là. Je me demande s'il est accordé. » Il s'assit, l'ouvrit et fit courir ses doigts sur le clavier. Oui, manifestement, on l'entretient. Il se mit à jouer. Il avait un bon toucher et la mélodie coulait avec aisance sous ses doigts. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hilda. « Il me semble que je connais, mais je n'arrive pas à me rappeler. » Je ne l'ai pas joué depuis des années. Elle la jouait souvent. C'était une des romances sans paroles de Mendelssohn. La douce, trop douce mélodie emplit la pièce. « Joue-moi du Mozart » demanda Hilda. « Je t'en prie. » David secoua la tête. Il attaqua une autre pièce de Mendelssohn. Et puis soudain, il abattit ses mains sur le clavier, qui rendit un son discordant,
et se leva. Il tremblait de tous ses membres. Hilda vint vers lui. « David, David !»« Ce n'est rien, dit-il, ce n'est rien. » Chapitre 4. La sonnette retentit, agressive. Tressiliane se leva de son siège dans l'office et se dirigea à pas lents vers la porte. La sonnette retentit à nouveau. Tressiliane fronça les sourcils. À travers la vitre dépolie, il vit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau mou. Tressiliane se passa la main sur le front. Quelque chose le mettait mal à l'aise, comme si la scène se jouait une seconde fois. Pas de doute, c'était déjà arrivé. Pas de doute. Il tira le verrou et ouvrit la porte. Le charme fut rompu. L'homme sur le seuil demanda « C'est bien ici qu'habite monsieur Siméon Lee ?»« Oui, monsieur. Pourrais-je le voir, s'il vous plaît ?» Le faible écho d'un souvenir traversa la mémoire de Tressiliane. Il avait déjà entendu cette intonation autrefois, à l'époque où monsieur Lee venait de s'installer en Angleterre. Tressiliane secoua la tête d'un air dubitatif. « Monsieur Lee est invalide, monsieur. Il ne reçoit guère. Si vous... » L'étranger interrompit le majordome en lui tendant une enveloppe. « Veuillez remettre ceci à monsieur Lee. »« Bien, monsieur. » Chapitre 5. Siméon Lee prit l'enveloppe, d'où il sortit une simple feuille de papier. La surprise se peignit sur son visage. Ses sourcils se haussèrent, mais il souriait. « Ça alors, c'est merveilleux !» s'exclama-t-il. Puis au majordome. « Faites monter monsieur Fer, Tressiliane. »« Bien, monsieur. »« Je pensais justement au vieil Ebenezer Fer, » dit Siméon. « C'était mon associé là-bas, à Kimberley. Et voilà son fils qui débarque. » Tressiliane réapparut en annonçant monsieur Fer. Stephen Fer entra avec une pointe d'appréhension qu'il dissimula sous un air plus désinvolte que nature. « Monsieur Lee ?» dit-il en exagérant son accent sud-africain. « Je suis heureux de vous voir. Alors, comme ça, vous êtes le fils d'Eb. » Stephen Fer eut un sourire un peu intimidé. « Ma première visite au vieux pays. Père m'avait toujours dit de passer vous voir si j'entreprenais le voyage. » Eh bien, il l'a fait. Le vieillard tourna la tête. « Voici ma petite fille, Pilar Estravados. »« Comment allez-vous » murmura Pilar d'un air réservé. « Petit monstre froid, » pensa Stephen Fer, épaté. Elle a été surprise de me voir, mais elle s'est rattrapée tout de suite. « Ravi de faire votre connaissance, Miss Estravados, » dit-il en appuyant assez lourdement sur chaque mot. « Vous êtes trop bon, » répondit Pilar. « Asseyez-vous et parlez-moi de vous, » dit Siméon. « Vous comptez séjourner longtemps en Angleterre ?»« Oh, maintenant que je suis ici, je ne suis pas pressé de repartir. » Sur quoi, il se mit à rire, la tête renversée en arrière. « Vous avez bien raison, il faut rester quelque temps chez nous. »« Voyons, monsieur, pas question que je joue les intrus, on est à 2 jours de Noël. » « Il faut que vous passiez Noël avec nous, à moins que vous n'ayez d'autres projets. »« Non, aucun, mais je ne veux pas. »« C'est une affaire réglée, » trancha Siméon. « Pilar ?»« Oui, grand-père. »« Va dire à Lydia que nous avons un autre invité. Demande-lui de monter. » Pilar quitta la pièce. Stephen la suivit des yeux, ce que Siméon nota avec amusement. « Vous arrivez directement d'Afrique du Sud ?» demanda-t-il. « À peu près. » Ils se mirent à parler de l'Afrique. Lydia entra quelques instants plus tard. « Voici Stephen Fer, » dit Siméon, « le fils de mon vieil associé et ami Ebenezer Fer. Il va rester avec nous pour Noël, si vous pouvez lui trouver une chambre. »« Bien sûr, » dit Lydia en souriant. D'un rapide coup d'œil, elle enregistra le visage bronzé, les yeux bleus et le port de tête désinvolte du jeune étranger. « Ma belle-fille, » dit Siméon. «
Je suis très gênée de vous tomber dessus comme ça en pleine fête de famille, s'excusa Stephen. Vous faites partie de la famille, mon garçon, dit Siméon. Considérez que vous êtes ici chez vous. C'est trop gentil à vous, monsieur. Pilar réapparut et s'assit en silence près du feu. Elle ramassa son petit écran et recommença à s'éventer d'un lent mouvement de poignet. Elle affectait une pose modeste et gardait les yeux baissés. Troisième partie, 24 décembre. Chapitre 1. Tu veux vraiment que je m'installe ici, père ? Demanda Harry. Il rejeta la tête en arrière. J'ai l'impression que ça va créer pas mal de problèmes, tu sais. Que veux-tu dire ? Demanda Siméon, acerbe. Frère Alfred, dit Harry, mon bon frère Alfred, si je peux me permettre, n'est pas ravi de ma présence ici. Et alors ? Aboya Simon. Je suis maître de chez moi. Tout de même, monseigneur, je crois comprendre que tu t'en remets beaucoup à lui. Je ne veux pas bouleverser. Tu feras ce que je dirai, trancha Siméon. Harry bâilla. Je me demande si je serais capable de supporter longtemps cette vie plan-plan. Plutôt étouffant pour un type qui a roulé sa bosse aux quatre coins du monde. Tu ferais mieux de te marier et de t'établir, rétorqua son père. Et qui vais-je épouser ? Dommage qu'on ne puisse pas épouser sa nièce. La jeune Pilar est fichtrement séduisante. Ah, tu as remarqué ça ? À propos de mariage, le gros Georges ne s'est pas trop mal débrouillé, dirait-on. Qui est-ce ? Siméon haussa les épaules. Est-ce que j'en sais ? Je crois que Georges l'a ramassé à un défilé de mannequins. Elle prétend que son père était officier de marine en retraite. Ouais, le second d'un caboteur quelconque, ricana Harry. S'il ne la tient pas à l'œil, Georges va avoir de gros ennuis avec elle. Georges est un imbécile, décréta Siméon Lee. Pourquoi l'a-t-elle épousé ? Pour son argent ? Siméon haussa les épaules. Enfin bon, tu penses que tu peux arranger les choses avec Alfred ? Nous allons régler ça tout de suite, trancha Siméon, glacial. Il agita une clochette posée près de lui, sur la table, et Horbury apparut aussitôt. « Dites à monsieur Alfred de monter », ordonna Siméon. Horbury sortit et Harry grommela. « Ce type-là écoute aux portes. »« Probablement, » dit Siméon avec un haussement d'épaule. Alfred arriva ventre à terre. Son visage se contracta quand il vit son frère. « Tu voulais me voir, père ?» dit-il en ignorant ostensiblement Harry. « Oui, assieds-toi. J'étais en train de me dire qu'il fallait réorganiser un peu la maison maintenant que nous allons avoir 2 personnes de plus. » 2. Pilar va rester vivre ici, naturellement, et Harry est revenu pour de bon. Harry va habiter ici, dit Alfred. « Pourquoi pas, mon vieux ?» dit Harry. Alfred se tourna vivement vers lui. « J'aurais cru que tu le comprendrais tout seul. »« Eh bien, désolé, mais je ne vois pas. » « Après tout ce qui s'est passé, la façon honteuse dont tu t'es conduit, le scandale. » Harry eut un geste d'insouciance. « Tout ça, c'est du passé, mon vieux. Tu t'es conduit d'une façon abominable envers père, après tout ce qu'il a fait pour toi. » Écoute voir, Alfred. Il me semble que c'est l'affaire de père, pas la tienne. S'il préfère oublier et pardonner... C'est bien mon intention, dit Siméon. Harry est mon fils, après tout. Oui, mais moi, ça me scandalise, par égard pour toi, père. Harry revient à la maison, dit Siméon, d'un ton ferme. Je le veux. Il posa doucement la main sur l'épaule de ce dernier. J'aime beaucoup, Harry. Alfred se leva et quitta la pièce, le visage décomposé. Harry se leva également et le suivit en riant. Siméon se mit à ricaner doucement. Soudain, il sursauta. « Qu'est-ce que... » « Oh, c'est vous, Horbury. Vous pourriez pas marcher comme tout le monde ? » ?»« Je vous demande pardon, monsieur. » »« Aucune importance. Écoutez-moi bien. J'ai des instructions pour vous. Je veux que tout le monde monte ici après le déjeuner. Tout le monde. »
Oui, monsieur. Attendez, ce n'est pas tout. Quand ils viendront, vous montrez avec eux. Et quand vous serez à mi-chemin dans le couloir, parlez fort, que je vous entende, peu importe le prétexte, compris? Oui, monsieur. Une fois redescendu, Horbury confia à Tressilian. Si vous voulez mon avis, nous allons avoir un joyeux Noël. Que voulez-vous dire? Demanda sèchement Tressilian. Attendez et vous verrez, monsieur Tressilian. Demain, c'est Noël, et l'ambiance est à la fête. C'est moi qui vous le dis. Chapitre 2. Ils s'immobilisèrent sur le seuil. Siméon parlait au téléphone. Il leur fit un signe de la main. « Asseyez-vous, tous autant que vous êtes. J'en ai pour 1 minute. » Il poursuivit sa conversation téléphonique. « Je suis bien chez Charlton, Hopkins et Bruce. C'est vous, Charlton ?» Siméon lit à l'appareil. « Oui, n'est-ce pas ? Oui. Non. Je voulais que vous me prépariez un Nouveau Testament. Oui, ça fait un moment que j'ai rédigé l'autre. La situation a changé. Oh non, non, rien d'urgent. Je ne veux pas vous gâcher les fêtes. Après Noël, disons le 26 ou le 27, par là. Passez me voir, je vous donnerai mes instructions. Non, non, c'est parfait. Je ne vais pas mourir à la seconde. Il reposa le récepteur, enveloppa les 8 membres de sa famille d'un regard circulaire, et il dit en gloussant. « Vous avez tous l'air bien sombre. Qu'y a-t-il » ? « Tu nous as convoqués, dit Alfred. « Oh oui, excusez-moi, répliqua vivement Siméon. « Rien de grave. Vous pensiez qu'il s'agissait d'un conseil de famille ? Non, je suis simplement un peu fatigué aujourd'hui, c'est tout. Inutile de monter me voir après le dîner. Je vais me coucher tôt. Je veux être en forme pour le jour de Noël. » Il leur fit un large sourire. « Bien sûr, dit Georges, toujours zélé. »« Une noble et belle institution, Noël, reprit Siméon. Cela resserre les liens familiaux. Qu'en pensez-vous, ma chère Magdalene ?» Magdalene Lee sursauta. Elle ouvrit sa petite bouche stupide et la referma. « Oh, oui !»« Mais dites-moi, reprit Siméon, vous viviez bien avec un officier de marine en retraite. » Il fit une pause. « Votre père, non ? Mais t'avis que vous ne deviez pas fêter beaucoup Noël. Il faut une grande famille pour ça. » Eh bien, oui, peut-être bien. Siméon l'abandonna pour se tourner vers Georges. Ça m'ennuie de parler choses déplaisantes à cette période de l'année, Georges. Mais tu sais, j'ai bien peur de devoir réduire un peu ta pension. Les dépenses ici vont devenir plus lourdes. Georges s'empourpra. Mais père, tu ne peux pas faire ça. Ah, tu crois, susurra Siméon. J'ai des frais très lourds, très lourds. Même dans l'état actuel des choses, j'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Je suis obligée de faire très attention. Laisse donc ta femme s'occuper un peu du ménage. Les femmes sont très douées pour ça. Elles trouvent le moyen d'économiser là où les hommes n'imagineraient pas ça possible. Et puis, une femme astucieuse peut faire ses robes elle-même. Je me souviens que ma femme excellait aux travaux d'aiguille. C'était bien la seule chose où elle excellait d'ailleurs. Une brave femme, mais à périr d'ennui. David bondit sur ses pieds, mais son père l'arrêta d'un geste. « Assieds-toi, mon garçon, tu vas renverser quelque chose. »« Ma mère, commença David, ta mère n'avait pas plus de cervelle qu'un piaf, et j'ai comme l'impression qu'elle t'a transmis ça à ses enfants. » Il se dressa soudain, et 2 taches rouges apparurent sur ses joues. Sa voix se fit criarde. « Vous ne valez pas un pet de lapin, tous au grand que vous êtes. Vous me dégoûtez. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des mauviettes. Une bande de mauviettes lamentables, voilà ce que vous êtes. Pilar vaut autant que vous tous réunis. Je veux bien être pendu si je n'ai pas quelque part dans le monde un fils un peu mieux que vous, même si vous êtes né dans le bon lit. « Oh là, père, doucement !» s'écria Harry. Il avait sauté sur ses pieds et se tenait campé, une expression tendue sur le visage habituellement jovial. « Ça va aussi pour toi !» aboya Simon. Tu as fait quoi, toi, de ta vie, à part m'envoyer des câbles du monde entier pour me commander de l'argent? Je vous dis que vous me dégoûtez, tous autant que vous êtes. Sortez d'ici. Haletant quelque peu, il se renversa sur son fauteuil. Lentement, un par un, les membres de la famille se retirèrent. Georges était rouge d'indignation, Magdalene semblait terrorisée, David était pâle et tremblant.
Harry sortit de la pièce en trombe. Alfred titubait comme un somnambule. Lydia le suivit, la tête haute. Seule Hilda s'arrêta sur le seuil et revint lentement sur ses pas. Elle resta penchée au-dessus du vieux Siméon, qui sursauta. Puis, il ouvrit les yeux. Il y avait comme quelque chose de menaçant dans sa façon de se tenir là, immobile, comme une statue. « Qu'y a-t-il » dit-il avec irritation. « Quand votre lettre est arrivée, dit Hilda, j'ai cru ce qu'elle disait, que vous vouliez être entouré de votre famille pour Noël. Et j'ai persuadé David de venir. »« Et alors ?» grinça Siméon. « Vous vouliez en effet votre famille auprès de vous, répondit lentement Hilda, mais pas dans le but que vous prétendiez. Vous vouliez les réunir pour semer la zizanie entre eux, n'est-ce pas? Si c'est là votre idée du plaisir, vous êtes tombé bien bas. » Siméon ricana. « J'ai toujours eu un sens de l'humour très particulier. Qu'on m'apprécie ou pas, je m'en moque. Moi, je m'amuse. » Elle ne répondit rien. Un vague sentiment d'appréhension envahit Siméon Lee. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il d'un ton abrupt. « J'ai peur, » dit lentement Hilda Lee. « Vous avez peur de moi ?»« Pas de vous. J'ai peur pour vous. » Puis, comme un juge qui a prononcé sa sentence, elle se détourna et sortit de la chambre d'un pas lourd. Siméon resta les yeux rivés sur la porte. Puis, il se mit péniblement sur ses pieds et se dirigea vers le coffre en murmurant « Allons jeter un coup d'œil à mes beautés. » Chapitre 3. La sonnette retentit vers 8h moins le quart. Tressilian alla ouvrir. De retour à l'office, il trouva Horbury en train de tripoter des tasses de café dont il examinait le monogramme avec intérêt. « Qui était-ce » dit Horbury. « Un officier de police, le superintendant Sugden. Mais faites donc attention. » Horbury venait de laisser échapper une tasse qui s'écrasa sur le sol. « Regardez ce que vous avez fait, » se lamenta Tressilian. « 11 ans que je lave ces tasses et jamais une ne s'est cassée. Il suffit que vous veniez là pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, et voilà le résultat. »« Je suis désolé, monsieur Tressilian, vraiment désolé, » s'excusa l'autre, dont le visage était couvert de sueur. « Je ne sais pas comment c'est arrivé. Vous dites qu'un policier est venu ? » ?»« Oui, monsieur Sugden. » Le valet se passa la langue sur les lèvres. « Et qu'est-ce qu'il voulait ? » ?»« Il fait une quête pour l'orphelinat de la police. »« Oh !» Horbury redressa ses épaules et reprit d'une voix plus naturelle. « Il a obtenu quelque chose ? J'ai porté le cahier à monsieur Lee, qui m'a fait dire que de faire monter le superintendant et de poser le chéri sur la table. »« C'est la période des quêtes, » dit Horbury. « Le vieux guignol est généreux, il faut lui reconnaître ça, malgré tous ses défauts. »« Monsieur Lee a toujours donné sans compter, » dit Tressilian d'un air digne. Horbury acquiesça. « C'est bien ce qu'il y a de mieux. Bon, eh bien, j'y vais. Vous allez au cinéma ? Je pense. Salut, monsieur Tressilian. » Il disparut par la porte qui menait à l'entrée de service. Tressilian regarda l'horloge murale. Il pénétra dans la salle à manger et enveloppa les petits pains dans des serviettes. Puis, après s'être assuré que tout était en ordre, il frappa sur le gong du vestibule. Le dernier coup résonnait encore quand le superintendant descendit des escaliers. Le superintendant Sugden était un bel homme, impeccablement sanglé dans son uniforme bleu et fort pénétré de son importance. « Je crois bien qu'il va geler cette nuit, » dit-il d'un ton affable. « C'est une bonne chose, il fait trop doux ces temps-ci. » Tressilian hocha la tête. « Oui, cette humidité, c'est mauvais pour mes rhumatismes. » Le superintendant convint que les rhumatismes étaient un mal bien pénible et Tressilian le raccompagna. Le vieux majordome reverrouilla la porte et revint dans le hall d'un pas lent. Il se passa la main sur les yeux et soupira. Puis, il se redressa en voyant Lydia entrer dans le salon,
tandis que George Lee descendait les escaliers. Tressilian était fin prêt. Quand Magdalene, qui était la dernière, fut passée au salon, il apparut à son tour en murmurant « Le dîner est servi ». À sa façon, Tressilian était un connaisseur en toilette féminine. Il ne manquait pas d'en faire l'examen critique quand il circulait autour d'une table, carafe en main. Il nota que Madame Alfred portait sa nouvelle robe en taffetas à fleurs noires et blanches, un dessin audacieux qui se remarquait. Mais contrairement à beaucoup, elle pouvait se le permettre. La robe de Madame Georges était un modèle de grand couturier, il en était certain. Elle avait dû coûter les yeux de la tête. C'était Monsieur Georges qui avait dû être content de recevoir la facture. Monsieur Georges n'aimait pas trop dépenser son argent. Il n'avait jamais aimé cela. Madame David, maintenant, une gentille femme, mais aucun sens de la toilette. Pour sa corpulence, il aurait fallu un simple velours noir. Ce velours broché, cramoisi de surcroît, était un choix déplorable. Quant à Miss Pilar, peu importait ce qu'elle portait. Avec sa silhouette et sa chevelure, elle pouvait tout s'autoriser. Quand même, cette pauvre petite robe blanche de rien du tout. Enfin, Monsieur Lee allait bientôt remédier à ça. Il l'avait prise en affection. C'était toujours pareil avec les messieurs vieillissants. Un frais minois pouvait tout obtenir d'eux. « Vin du Rhin ou Bordeaux ?» chuchota Tressilian avec déférence à l'oreille de Madame Georges. Du coin de l'œil, il nota que Walter, le valet de pied, recommençait à présenter les légumes avant la sauce. Ce n'était pourtant pas la faute de l'avoir mis en garde. Tressilian fit le tour de la table avec le soufflet. Il fut frappé de constater, à présent que son intérêt pour les toilettes des dames et ses appréhensions concernant les insuffisances de Walter s'étaient dissipés. Combien tout le monde était silencieux ce soir. Enfin, pas tout à fait. Monsieur Harry parlait pour 20. Non, pas Monsieur Harry. Le monsieur d'Afrique du Sud. Et les autres parlaient aussi, mais brièvement, comme par saccades. Il y avait quelque chose de bizarre autour de cette table. Monsieur Alfred, par exemple, il n'avait vraiment pas l'air bien du tout, comme si on lui avait tapé sur le crâne. Il avait un air hébété et chipotait dans son assiette. La maîtresse s'inquiétait pour lui. Tressilian le voyait bien. Elle ne cessait de regarder dans sa direction. Discrètement, bien sûr, mais quand même. Monsieur Georges était très rouge. Il s'empiffrait sans goûter. S'il n'y prenait pas garde, il finirait par avoir une crise d'apoplexie un de ces jours. Madame Georges ne mangeait rien. Elle surveillait sa ligne, aussi sûre que 2 et 2 font 4. Miss Pilar avait l'air d'apprécier ce qu'elle avait dans son assiette, ce qui ne l'empêchait pas de parler et de rire avec le monsieur d'Afrique du Sud. Il avait l'air subjugué. Ces deux-là, au moins, ne semblaient pas avoir de soucis. Et monsieur David ? Tressilian était inquiet au sujet de monsieur David. C'était le portrait de sa mère. L'air incroyablement jeune encore, mais d'un nerveux. Là, voilà, il avait renversé son verre. Tressilian l'escamota aussitôt et épongea prestement le liquide sur la nappe. Et voilà, monsieur David semblait ne s'être rendu compte de rien. Il était là, tout blême, les yeux perdus dans le vide. Au fait, il en avait fait une drôle de tête tout à l'heure, Horbury, en entendant qu'un policier était à la maison. Presque comme si... Les pensées de Tressilian n'allèrent pas plus loin. Walter venait de laisser tomber une poire de la corbeille qu'il présentait. Les valets de pied ne valaient rien de nos jours. Tout juste bon aux écuries. Il fit le tour de la table avec le porto. Monsieur Harry semblait un peu distrait ce soir. Il regardait sans arrêt monsieur Alfred. Il n'avait jamais vraiment pu souffrir, ces deux-là, même petits. Bien entendu, monsieur Harry avait toujours été le préféré de son père, et monsieur Alfred l'avait encore sur le cœur. Monsieur Lee ne s'était jamais beaucoup soucié de monsieur Alfred. Quelle pitié quand on voyait combien il vénérait son père. Ah, voilà madame Alfred qui se levait de table et entraînait les autres dames dans son gracieux sillage. Très beau, vraiment, ce motif sur le taffetas. Et cette cape lui allait à ravir. Une dame d'une grande élégance.
Tressiliane retourna à l'office, après avoir refermé la porte de la salle à manger sur les messieurs en tête à tête avec leur porto. Il apporta le plateau de café au salon. Les 4 dames se tenaient là, pas très à l'aise, pensa-t-il. Elles ne disaient rien. Il servit le café en silence. Il ressortit. Comme il se dirigeait vers l'office, il entendit la porte de la salle à manger s'ouvrir. David Lee en sortit et se dirigea vers le salon. De retour à l'office, Tressiliane entreprit de dresser à Walter la liste de ses péchés, lequel Walter répondit avec aplomb qu'il frisait l'insolence. Une fois seul, Tressiliane s'assit avec lassitude. Il se sentait déprimé. La veille de Noël et toute cette tension dans la maison. Il n'aimait pas ça. Il fit un effort pour se relever, retourna au salon et desservit le café. Il n'y avait plus personne, à l'exception de Lydia, à l'autre bout de la pièce, à demi dissimulée par les rideaux. Elle se tenait près de la fenêtre et contemplait la nuit dehors. De la pièce voisine parvint le son du piano. Monsieur David jouait. Mais pourquoi donc se demanda Tressiliane. Monsieur David jouait-il la marche funèbre? Car c'était cela qu'on entendait. Décidément, tout allait mal. Il traversa lentement le hall en direction de l'office. C'est alors qu'il entendit le bruit au-dessus de sa tête. Un fracas de porcelaine brisée, de meubles renversés, une série de craquements et de chocs sourds. « Bonté divine !» pensa Tressiliane. « Que fait donc Monsieur Lee? Que se passe-t-il là-haut ?» Et alors, un cri jaillit, haut et clair, un horrible hurlement plaintif qui s'étouffa dans une sorte de gargouillis. L'espace d'un instant, Tressiliane resta clouée sur place. Puis, il se rua vers le grand escalier. D'autres l'avaient rejoint. Le hurlement avait été entendu dans toute la maison. Ils escaladèrent les marches au pas de course, tournèrent dans le couloir, passèrent devant un renfoncement où les statues dessinaient d'inquiétantes silhouettes blafardes et s'engouffrèrent dans le passage qui menait à la porte de Monsieur Siméon Lee. Monsieur Fer était déjà là, avec Madame David. Elle était adossée au mur et lui tournait en tous sens la poignée de la porte. « La porte est fermée à clé !» balbutiait-il. « La porte est fermée à clé !» Harry Lee le bouscula et s'empara de la poignée. Il la secoua à son tour, en vain. « Père !» hurla-t-il. « Père, laisse-nous entrer !» Il leva la main pour réclamer le silence et tout le monde écouta. Il n'y eut pas de réponse. Aucun son ne leur parvint de l'intérieur de la pièce. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Mais personne ne lui prêta attention. « Il faut enfoncer la porte, » dit Stephen Fer. « C'est la seule solution. »« Ça va être coton, » répondit Harry. « Ces portes sont bougrement solides. »« Allons-y, Alfred. » Ils poussèrent et cognèrent de toute leur force. De guerre lasse, ils allèrent chercher un banc de chêne dont ils se servirent comme bélier. Le battant finit par céder. Ses gonds craquèrent et la porte s'abattit avec un bruit sourd. Un instant, ils se tenirent sur le seuil, serrés les uns contre les autres, les yeux braqués à l'intérieur. Ce qu'ils virent là, aucun d'entre eux ne devait jamais l'oublier. À l'évidence, il y avait eu une bagarre effroyable. De lourds fauteuils anciens étaient renversés. Des débris de vases de porcelaine fracassés jonchaient le sol, et, au beau milieu de la carpette, placée devant la cheminée, éclairée par le feu rougeoyant, Siméon Lee gisait dans une mare de sang. Du sang, il y en avait partout. C'était une véritable scène de carnage. Un long soupir se fit entendre, puis 2 voix s'élevèrent tour à tour. Curieusement, toutes 2 pour prononcer une citation. « Les meules du Seigneur broient avec lenteur », psalmodia David Lee. Et juste après, comme en écho, ce murmure s'envola des lèvres de Lydia. Qui aurait cru que ce vieil homme eût en lui tant de sang?
Chapitre 4. Le superintendant Sugden avait déjà sonné 3 fois. En désespoir de cause, il se rabattit sur le heurtoir. Ce fut un Walter épouvanté qui vint, en fin de compte, lui ouvrir. « Ah ben ça !» couina-t-il avec un air de soulagement manifeste. « Justement que j'étais en train d'appeler la police. »« Pourquoi ?» lança le superintendant. « Qu'est-ce qu'il se passe ?»« C'est le vieux monsieur Lee, » chuchota Walter. « On lui a fait son affaire. » Le superintendant le reboussa et se rua dans l'escalier. Il pénétra dans la pièce sans que personne n'y prête attention. Il vit Pilar qui se baissait pour ramasser quelque chose par terre. Il vit David Lee, le visage caché dans les mains. Il vit les autres agglutinés dans un coin. Seul Alfred Lee s'était approché de son père. Le visage sans expression, il regardait le corps affalé à ses pieds. Georges pontifiait. « Rappelez-vous que rien, rigoureusement rien, ne doit être touché jusqu'à l'arrivée de la police. C'est de la plus haute importance. »« Excusez-moi, » dit Sugden. Il se fraya un chemin vers le corps en écartant doucement les dames. Alfred Lee le reconnut. « Ah, c'est vous, Sugden. Vous avez fait vite. »« Oui, monsieur Lee. » Le superintendant Sugden ne perdit pas de temps en explications. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?»« Mon père a été tué, dit Alfred Lee. Assassiné. » Sa voix se brisa. Magdalene éclata soudain en sanglots hystériques. Le superintendant Sugden leva la main de la loi et dit avec autorité. « Que tout le monde sorte, s'il vous plaît. Sauf monsieur Alfred Lee et monsieur Georgie. » Ils se dirigèrent vers la porte à contre-cœur, comme un troupeau de moutons. Le superintendant Sugden intercepta Pilar au passage. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il aimablement. Rien ne doit être touché ni dérangé. » Elle le regarda avec étonnement. Stephen Fair vola à son secours. « Bien sûr, elle l'a parfaitement compris. »« Ne venez-vous pas de ramasser quelque chose par terre ?» reprit le superintendant de la même voix aimable. Pilar ouvrit de grands yeux incrédules. « Moi ? » ?»« Oui, je vous ai vu, » dit le superintendant Sugden d'une voix toujours aimable, mais un petit peu plus ferme. « Oh ! Alors donnez-moi ça, s'il vous plaît. Vous l'avez dans la main. » Pilar ouvrit lentement la main, découvrant un lambeau de caoutchouc et un petit objet en bois. Le superintendant Sugden s'en saisit et les mit dans une enveloppe, qu'il fit disparaître dans la poche de sa poitrine. « Merci, dit-il. » Il se détourna, l'espace d'un instant, il y eut une expression de respect étonné dans le regard de Stephen Fair, comme si, peut-être, il avait sous-estimé le grand et bel officier de police. Ils sortirent lentement de la pièce. Derrière eux, le superintendant disait de son ton le plus service. « Eh bien maintenant, si vous voulez bien. » Chapitre 5. Rien de tel qu'une bonne flambée, ronronna le colonel Johnson, qui rajouta une bûche dans la cheminée et rapprocha son fauteuil. Servez-vous, ajouta-t-il en désignant d'un geste affable la cave à liqueur et le siphon posé à côté de son hôte. Celui-ci leva la main en signe de refus poli. Prudemment, il rapprocha son propre fauteuil des flammes, tout en pensant que la possibilité de se rôtir la plante des pieds, outre que ça évoquait une torture moyenâgeuse, ne compensait en rien le glacial vent coulis qui lui courait dans le dos. Le colonel Johnson, chef de la police du Middleshire, pouvait bien penser que rien ne valait un bon feu de bois. Hercule Poirot estimait, lui, que le chauffage central l'emportait haut la main en toutes circonstances. « Drôle d'histoire que cette affaire, Cartwright, » remarqua pensivement son hôte. « Quel homme étonnant, un charme fantastique. Quand il est arrivé ici avec vous, nous sommes venus lui manger dans la main. » Il hocha la tête. « Nous ne sommes pas prêts de revoir à faire pareil. Les cas d'empoisonnement à la nicotine ne sont pas monnaie courante, Dieu merci. »
Il fut un temps où on aurait juré que l'empoisonnement en général n'était guère britannique, glissa Hercule Poirot avec son plus effroyable accent. Un truc d'étranger, passeport pour 2 sous. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, répliqua le chef de la police. Il y a plein d'empoisonnements à l'arsenic, probablement bien plus que nous ne soupçonnerons jamais. C'est bien possible. C'est toujours embêtant, ces affaires d'empoisonnement. Les experts se contredisent, quant aux médecins, il faut les 3/4 du temps leur arracher les mots. Jamais facile d'aller devant un jury avec des affaires pareilles. Non, s'il faut qu'il y ait meurtre, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'on me donne une affaire bien carrée où la cause de la mort ne fait aucun doute. Poirot hocha la tête. La blessure par balle, la gorge tranchée, le crâne enfoncé, c'est là que va votre préférence ? Oh, ne parlez pas de préférence, mon cher ami. Ne vous imaginez pas que j'aime les affaires de meurtre. Je voudrais ne plus jamais en avoir. En tout cas, le temps que votre visite, nous devrions dormir sur nos 2 oreilles. Ma réputation, commença Poirot, toujours modeste. Mais Johnson poursuivait. C'est le temps de Noël. Jouer au bois, raisonner musette et tout. C'est l'époque des bons sentiments. Hercule Poirot se renversa dans son fauteuil. Il joignit le bout des doigts en étudiant pensivement son hôte. Puis il murmura. « Vous pensez donc que Noël n'est pas une bonne saison pour le crime ?»« En effet. »« Et pourquoi donc ?»« Pourquoi ?» Johnson eut un air un peu déconcerté. « Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est la saison des réjouissances, de tout ça, quoi. »« Ces Anglais, » murmura Poirot. « Quel peuple sentimental !»« Et après, » s'insurgea Johnson. « Pourquoi n'aimerions-nous pas les vieilles traditions et les fêtes qui vont avec ? Quel mal y a-t-il à cela ? » Aucun. C'est un peu plus charmant. Mais tenons-nous-en aux faits. Vous dites que Noël est la saison des réjouissances, ce qui signifie, si je ne m'abuse, que l'on mange et que l'on boit beaucoup. Autant dire, en fait, que l'on se goinfre, et quand on se goinfre, on attrape des indigestions. Or, les indigestions rendent irritables. On ne tue pas par irritation, objecta le colonel Johnson. Je n'en suis pas si sûr. Prenez un autre aspect de la question. Il règne à Noël un esprit d'amour universel. C'est la tradition, comme vous dites si bien. On oublie les vieilles querelles, ceux qui s'étaient disputés consentent à se réconcilier, même si ça ne doit durer qu'un temps. Johnson hocha la tête. On enterre l'âge de guerre, exactement. Et les familles, prenez les familles qui ont été séparées toute l'année, poursuivit Poirot. Elles se rassemblent une fois de plus. Eh bien, mon ami, quand toutes ces conditions sont réunies, il vous faut admettre qu'il doit en résulter une très grande tension. Ces gens qui n'ont pas envie d'être aimables font un gros effort sur eux-mêmes pour avoir l'air aimables. Il y a énormément d'hypocrisie à Noël. Hypocrisie honorable, hypocrisie pour le bon motif, c'est entendu, mais hypocrisie tout de même. J'avoue que j'ai du mal à voir les choses sous cet angle, regimba le colonel Johnson. Poirot lui adressa un grand sourire. Évidemment, c'est moi qui l'ai décrit en ces termes, pas vous. Je vous fais remarquer que dans ces conditions de tension et de malaise physique, il y a de fortes chances pour que des antipathies légères et des désaccords sans importance prennent soudain un tour plus sérieux. Quand on se force à paraître plus aimable, plus généreux, plus magnanime qu'on ne l'est en fait, on finit généralement par se montrer plus désagréable, plus mesquin et plus odieux que nature. Si vous réprimez un comportement naturel, mon bon ami, le barrage cède, tôt ou tard, et le cataclysme se produit. Le colonel Johnson le contempla d'un air sceptique. Je ne sais jamais quand vous êtes sérieux et quand vous vous moquez de moi, grommela-t-il. Poirot lui sourit. Je ne parle pas sérieusement, pas le moins du monde, mais quand même, il y a du vrai dans ce que je dis. Des conditions artificielles déclenchent des réactions naturelles. Le serviteur du colonel Johnson pénétra dans la pièce. « Le superintendant Sugden au téléphone, monsieur. »
Fort bien, j'y vais. » Avec un murmure d'excuses, le colonel quitta la pièce. Il revint quelques minutes plus tard, le visage grave et troublé. « Mille tonnerres, dit-il, un meurtre, et la nuit de Noël par-dessus le marché. » Poirot leva les sourcils. « Il n'y a aucun doute pour le meurtre. »« Il n'y a aucun doute pour le meurtre, veux-je dire ? Hein ? Oh, aucun doute là-dessus. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a de plus clair. C'est un meurtre d'une rare brutalité. Qui est la victime ? Le vieux Siméon Lee, un de nos plus riches concitoyens. Il a bâti sa fortune en Afrique du Sud. Les mines d'or, non, les diamants plutôt. Il a englouti des sommes colossales dans la fabrication des outillages et de forages. Sa propre invention, je crois. En tout cas, ça lui a rapporté au centuple. On le dit multimillionnaire. « Oh, il était populaire ?» demande Poirot. « Je ne crois pas que qui que ce soit tenait à lui, » dit lentement Johnson. « Un drôle de type, invalide depuis un certain temps déjà. Pour ma part, je ne sais pas grand-chose de lui, mais c'est l'une des personnalités du comté. » « Alors, cette affaire, ça va faire des remous ?» s'enquit Poirot, dans son anglais le plus malsonnant. « Oui, je dois me rendre à Longdale dans les plus brefs délais. » Il jeta un regard hésitant à son hôte. Poirot entendit la question informulée. « Vous aimeriez que je vous accompagne ?»« J'ai un peu honte de vous demander ça, » répondit Johnson avec embarras. « Mais enfin, vous savez ce que c'est. Le superintendant Sugden est un bon élément. Le meilleur qui soit, précis, prudent, fiable à 100%, mais bon, sans une once d'imagination. Bref, puisque vous êtes là, j'aimerais beaucoup profiter de vos lumières. » Poirot acquiesça, sans hésiter. « J'en serais ravi. Comptez sur moi pour vous assister dans toute la mesure de mes moyens. Mais gardons-nous bien de vexer ce bon superintendant. Ce sera son affaire, pas la mienne. Je n'y serai qu'à titre de conseiller privé. »« Vous êtes un brave type, Poirot, » dit le colonel Johnson avec chaleur. Et sur ces paroles, les deux hommes se mirent en route. Chapitre 6. Ce fut un constable qui leur ouvrit la porte en saluant. Le superintendant Sugden apparut aussitôt derrière lui. « Content de vous voir ici, monsieur. Si nous passions dans le bureau de monsieur Lee, j'aimerais vous exposer tout de suite les grandes lignes. C'est une affaire bizarre. » Il les fit entrer dans une petite pièce située à gauche du hall. Il y avait là un téléphone et un grand bureau couvert de papier. Des bibliothèques couraient tout le long des murs. « Sugden, dit le chef de la police, voici monsieur Hercule Poirot. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il se trouve séjourner chez moi en ce moment, superintendant Sugden. » Poirot fit un petit signe de la tête tout en examinant le superintendant. Il vit un homme de haute taille, aux épaules carrées et au maintien militaire, pourvu d'un nez aquilin, d'une mâchoire volontaire et d'une abondante moustache châtain clair. À la mention de son nom, Sugden avait levé sur Poirot un regard attentif. Hercule Poirot, de son côté, regardait fixement la moustache du superintendant. Son abondance semblait le fasciner. « Bien sûr que j'ai entendu parler de vous, monsieur Poirot, » finit par dire Sugden. « Vous êtes venu dans le coin voici quelques années, si je me souviens bien. La mort de Sir Bartholomew Strange, empoisonnement, nicotine. Pas mon district, mais j'en ai tout naturellement entendu parler. » Le colonel Johnson coupa court. « Bon, Sugden, si nous en venions au fait, ils sont tout ce qu'il y a de plus clair, disiez-vous. » »« Oui, monsieur, il s'agit bien d'un meurtre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Monsieur Lee a eu la gorge tranchée, la veine jugulaire coupée nette, d'après le médecin. Mais il y a quelque chose de très étrange dans toute cette histoire. Que voulez-vous dire ? Je voudrais tout d'abord vous raconter mon histoire, monsieur. Voici les circonstances. Cet après-midi, aux alentours de 5 heures, monsieur Lee m'a téléphoné au poste d'Adelsfield. Il avait une voix un peu bizarre. Il m'a demandé de passer le voir ce soir à 8 heures précises. Il a bien insisté sur l'heure. Et il a demandé, en outre, de dire au majordome que je venais quêter pour une quelconque œuvre de la police.
Le colonel Johnson releva vivement la tête. Il cherchait un prétexte plausible pour vous introduire dans la maison. C'est cela, monsieur. Bon, naturellement, monsieur Lee est quelqu'un d'important et j'ai accédé à sa demande. Je suis arrivé ici un peu avant 8 heures du soir et j'ai prétendu que je quittais pour l'orphelinat de la police. Le major est monté et il est venu me dire que monsieur Lee allait me recevoir. Là-dessus, il m'a conduit à la chambre de monsieur Lee, qui se trouve au premier étage, juste au-dessus de la salle à manger. Le superintendant Sugden fit une pause, reprit son souffle et poursuivit son rapport comme faire se doit. Monsieur Lee était assis dans un fauteuil près de la cheminée. Il portait une robe de chambre. Quand le majordome a eu quitté la pièce et refermé la porte derrière lui, monsieur Lee m'a demandé de m'asseoir près de lui. Puis, il m'a dit en hésitant un peu qu'il voulait me signaler un vol. Je lui ai demandé ce qu'on avait dérobé. Il m'a répondu qu'il avait des raisons de croire que des diamants bruts, avait-il précisé, je crois, d'une valeur de plusieurs milliers de livres, avaient été volés dans son coffre-fort. « Des diamants, hein ?» dit le chef de la police. « Oui, monsieur. Je lui ai posé des questions, de routine, mais il avait un ton très incertain et ses réponses restaient assez vagues. Il a fini par me dire « Vous devez comprendre, superintendant, que je peux me tromper dans cette affaire. » Et j'ai répondu « Je ne saisis pas très bien, monsieur. Ou bien les diamants ont disparu, ou bien sont-ils toujours là. C'est tout l'un ou tout l'autre. » À quoi il m'a rétorqué « Oh, les diamants ont bien disparu, mais ça n'est peut-être qu'une blague stupide. » Bon, tout cela m'a paru bizarre, mais je n'ai pas bronché. Il a continué. « Il m'est difficile de vous donner des explications détaillées, mais en gros, cela revient à ça. Pour autant que je sache, seules 2 personnes ont pu s'emparer de ces diamants. L'une d'elles peut l'avoir fait par jeu. Si c'est l'autre personne qui les a pris, alors cela signifie qu'ils ont vraiment été volés. » J'ai dit « Et que voulez-vous que je fasse au juste, monsieur ?» Et il a décrété tout à trac « Je veux que vous reveniez ici dans 1 heure environ. Non, même un peu plus tard, vers 9h15. À ce moment-là, je serai en mesure de vous dire précisément s'il s'agit d'un vol ou non. » J'étais un peu perplexe, mais enfin j'ai dit d'accord, et je suis parti. « Curieux, commenta le colonel Johnson. Très curieux. Qu'en pensez-vous, Poirot ?» Hercule Poirot se tourna vers Sugden. « Puis-je vous demander, superintendant, quelles ont été vos propres conclusions ?» Le superintendant se caressa la mâchoire avant de répondre prudemment. « Eh bien, il m'est venu plusieurs idées, mais en gros, voilà comment je vois les choses. Il ne s'agit absolument pas d'une farce. Les diamants ont bel et bien été volés, mais le vieux ne savait pas avec certitude qui les avait pris. À mon avis, il disait la vérité quand il déclarait qu'il pouvait s'agir de 2 personnes. Et toujours selon moi, sur ces 2 personnes, l'une était un domestique et l'autre un membre de la famille. » Poirot approuva d'un signe de tête. « Très bien, oui. Cela explique fort bien son attitude. D'où son désir de me voir revenir plus tard. Dans l'intervalle, il avait l'intention d'avoir un entretien avec les personnes en question. Il leur dirait qu'il avait déjà parlé du vol à la police, mais que, en cas de restitution rapide, il passerait l'éponge. Et si le suspect ne saisissait pas la perche, s'enquit le colonel Johnson ? Dans ce cas, il avait l'intention de remettre l'affaire en nos mains. Le colonel Johnson fronça les sourcils et tortilla sa moustache. « Pourquoi n'avoir pas eu cet entretien avant de vous faire venir ?» objecta-t-il. « Non, non, monsieur, dit le superintendant en secouant la tête. Dans ce cas-là, l'autre aurait pu croire qu'il bluffait. Ça n'aurait pas été aussi convaincant, comprenez-vous. La personne pouvait se dire « Quels que soient ses soupçons, le vieux n'appellera jamais la police. » Mais si le vieux lui dit « J'ai déjà parlé à la police, le superintendant sort d'ici », alors le voleur questionne le majordome et le majordome confirme. Il dit « Oui, le superintendant est passé juste avant le dîner ». Alors le voleur comprend que le vieux est tout ce qu'il y a de plus sérieux et il ne lui reste plus qu'à rendre les pierres. « Oui, je vois, dit le colonel Johnson. Une idée, Sugden, sur l'identité de ce membre de la famille ?
Non, monsieur. Aucun indice? Pas le moindre. Bon, poursuivons. Le superintendant Sugden reprit un ton de rapport officiel. Je suis revenu ici à 9h15 précise. Juste au moment où je m'apprêtais à appuyer sur la sonnette, j'ai entendu un hurlement qui venait de l'intérieur de la maison, suivi de cris et d'un branle-bas général. J'ai sonné à plusieurs reprises, j'ai fini par utiliser le heurtoir, et j'ai attendu encore 3 ou 4 minutes avant qu'on vienne. Quand le valet de pied m'a enfin ouvert, j'ai vu qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Il tremblait de tous ses membres et semblait sur le point de s'évanouir. Il a balbutié que M. Lee avait été assassiné. J'ai grimpé l'escalier à toute allure et j'ai trouvé la chambre de M. Lee complètement dévastée. Il y avait manifestement eu une lutte acharnée. M. Lee était affalé au beau milieu d'une mare de sang, devant le foyer, la gorge tranchée. « Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça lui-même » demanda le colonel Johnson. Sugden secoua la tête. « Impossible, monsieur. D'abord, il y avait tout ce mobilier sans dessus-dessous, les fauteuils, les tables, la porcelaine et des bibelots fracassés. Et puis, il n'y avait aucune trace du rasoir ou du couteau avec lequel le crime a été commis. » « Oui, dit pensivement Johnson. Cela ne paraît guère discutable. Personne dans la chambre ? Les membres de la famille étaient là, monsieur, debout, autour de lui. Des suggestions, Sugden ? C'est une sale affaire, monsieur, répondit prudemment le superintendant. J'ai bien l'impression que c'est l'un d'entre eux qui a fait le coup. Je vois mal comment quelqu'un à l'extérieur aurait pu faire pour s'échapper à temps. Et les fenêtres, ouvertes, fermées ? Il y a 2 fenêtres dans la chambre de monsieur. L'une était fermée et verrouillée, l'autre était ouverte, de quelques centimètres en bas, mais bloquée dans cette position par un bouton anti-vol. J'ai essayé de la soulever et elle n'a pas bougé. Elle n'a pas été ouverte depuis des années, à mon avis. Et puis, le mur intérieur est parfaitement lisse. Pas de lierre, pas de plantes grimpantes. Je ne vois pas comment on aurait pu s'enfuir par là. Combien de portes dans la chambre ? Une seule. La porte se trouve au fond d'un couloir. La porte était fermée à clé de l'intérieur. Quand ils ont entendu le bruit, la bagarre et le cri d'agonie du vieil homme, et qu'ils se sont précipités en haut, ils ont dû enfoncer la porte pour entrer. Et qui se trouvait dans la pièce ? Il n'y avait personne dans la chambre, monsieur, répondit le superintendant Sugden d'une voix grave. Sauf le vieil homme qui venait d'être assassiné quelques minutes auparavant. Chapitre 7. Le colonel Johnson contempla Sugden un moment avant de bredouiller avec indignation. « Seriez-vous en train de me chanter, superintendant, qu'il s'agit d'un de ces fichus cas qu'on ne trouve que dans les romans policiers où un homme est tué dans une chambre close par quelque intervention apparemment surnaturelle ?» L'esquisse d'un sourire frémit sur la moustache du superintendant. « Je ne crois pas que l'affaire se présente aussi mal que ça, monsieur. »« Un suicide ?» dit le colonel Johnson. « Ce doit être un suicide. »« Où est l'arme dans ce cas ? » ?»« Non, monsieur, il ne peut s'agir d'un suicide. »« Alors comment le meurtrier s'est-il enfui ? Par la fenêtre ?» Sugden secoua la tête. « Je suis prêt à parier que non. »« Mais puisque vous dites que la porte était fermée à clé de l'intérieur ?» Le superintendant hocha la tête. Il sortit une clé de sa poche et la posa sur la table. « Aucune empreinte, annonça-t-il. Mais regardez cette clé de plus près, monsieur. Prenez cette loupe. » Poirot se pencha. Johnson et lui examinèrent la clé de concert. Puis le chef de la police poussa une exclamation. « Bon sang, je vois ce que vous voulez dire. Ces légères éraflures au bout du canon, vous les voyez, Poirot ? » ?»« Bien sûr que je les vois. » Cela signifie, si je ne m'abuse, que la clé a été tournée de l'extérieur. Tournée de l'extérieur à l'aide d'un instrument qu'on a introduit dans le trou de la serrure pour manœuvrer le canon. Peut-être une simple paire de pinces aurait-elle fait l'affaire. Le superintendant acquiesça. Donc, poursuivit Poirot, puisque la porte était fermée de l'intérieur et qu'il n'y avait personne dans la pièce,
L'idée était que la mort passerait pour un suicide. C'était bien l'idée, monsieur Poirot. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Poirot secoua la tête d'un air dubitatif. Mais le désordre dans la chambre, comme vous venez de le dire, cela suffisait en soi tout seul pour éliminer l'hypothèse du suicide. Le meurtrier aurait certainement commencé par remettre la pièce en ordre. Mais il n'en a pas eu le temps, monsieur Poirot. Tout est là, il n'en a pas eu le temps. Il espérait sans doute prendre le vieux par surprise, mais les choses n'ont pas tourné comme ça. Il y a eu bagarre qu'on a parfaitement entendue au rez-de-chaussée. Et qui plus est, le vieux a appelé à l'aide. Tout le monde s'est rué au premier. Le meurtrier n'a eu le temps que de se glisser hors de la chambre et de tourner la clé de l'extérieur. C'est juste, admit Poirot. Votre meurtrier, supposons qu'il s'y soit mal pris, qu'il ait loupé son coup, comme on dit. Mais pourquoi, oh oui, pourquoi n'a-t-il pas au moins laissé l'arme sur le terrain? Car il va bien évidemment de soi que pas d'arme équivaut à pas de suicide. Ça c'est vraiment une très grosse erreur. Mais rien ne semblait pouvoir démonter le superintendant Sugden. Les criminels commettent toujours des erreurs. Nous sommes payés pour le savoir. Poirot poussa un léger soupir. Quoi qu'il en soit, et malgré toutes ses erreurs, il s'est échappé, ce criminel. Je ne pense pas qu'il soit à proprement parler échappé. Vous voulez dire qu'il est encore dans la maison? Je ne vois pas où il pourrait être ailleurs. C'est un coup qui a été fait du dedans. Mais tout de même, insista doucement Poirot, il s'est au moins échappé en ceci que vous ne savez pas qui il est. J'ai dans l'idée que nous allons le savoir vite, répliqua le superintendant Sugden, courtois mais ferme. Nous n'avons pas encore commencé les interrogatoires. Dites, Sugden, intervint le colonel Johnson, un détail me frappe. Celui qui a fait tourner cette clé de l'extérieur devait posséder un coup de main. Le coup de main. Autrement dit, avoir quelque cambriolage à son actif. Ce genre d'instrument n'est pas si facile à manier. Vous voulez dire que c'est un travail de professionnel, monsieur? C'est ça, oui. Ça y ressemble en effet, admit Sugden. Partant de là, on pourrait conclure qu'il y a un cambrioleur professionnel parmi les domestiques. Cela expliquerait le vol de diamants, dont le meurtre serait la conséquence logique. Eh bien, y a-t-il quelque chose qui aille à l'encontre de cette théorie? Sur le moment, j'avais cru que ça collait. Mais ça pose quand même quelques problèmes. Il y a 8 domestiques dans la maison, dont 6 femmes. Et sur ces 6, 5 sont ici depuis au moins 4 ans. Reste le majordome et le valet de pied. Le majordome est ici depuis près de 40 ans, une sorte de record. Le valet de pied a grandi ici, c'est le fils du jardinier. Je vois mal comment il pourrait être montant l'air de profession. Il ne reste plus que le valet personnel de Monsieur Lee. Par rapport aux autres, c'est un nouveau venu, mais il était dehors à l'heure du crime, et il l'est encore. Il est sorti juste avant 8 heures. Avez-vous la liste des personnes présentes? Demanda le colonel Johnson. Oui, monsieur, je la tiens du majordome. Il est sorti son calepin. Je vous la lis? S'il vous plaît. Monsieur et madame Alfred Lee, monsieur George Lee, député, et sa femme, monsieur Henry Lee, monsieur et madame David Lee, Miss... Le superintendant se concentra avant d'articuler avec prudence. Pilar... Dans sa bouche, cela ressemblait à un terme d'architecture. Estravados, monsieur Stephen Fair. Pour les domestiques, Édouard Tressilian, majordome, Walter Champion, valet de pied, Emily Reeves, cuisinière, Queenie Jones, fille de cuisine, Gladys Spence, gouvernante, Grace Best, femme de chambre, Béatrice Moscombe, seconde femme de chambre, Joanne Kench, bonne à tout faire, Sidney Horbury, valet de pied de Monsieur Lee. C'est tout? C'est tout, monsieur. Savez-vous où se trouvaient tous ces gens au moment du meurtre? Grosso modo, seulement. Comme je vous l'ai dit, je n'ai encore interrogé personne. D'après Tressilian,
Les messieurs étaient encore dans la salle à manger. Les dames étaient passées au salon, où il leur a servi le café. Il dit qu'il venait juste de rentrer dans l'office, quand il a entendu un fracas au premier, suivi d'un cri terrible. Il est sorti en courant et a monté les escaliers derrière les autres. « Qui dans la famille habite ici ?» demanda le colonel Johnson. « Monsieur et madame Alfred Lee vivent ici. Tous les autres sont en visite. » Johnson hocha la tête. « Où sont-ils, tous ? Je leur ai demandé de rester dans le salon jusqu'à ce que je sois prêt à recueillir leur déposition. »« Je vois. Bon, il serait peut-être temps d'aller examiner le travail. » Le superintendant les précéda dans le grand escalier et le long du corridor. En entrant dans la pièce où le meurtre avait été commis, Johnson laissa échapper un long sifflement. « Ouh, quelle boucherie !» dit-il sobrement. Il resta quelques instants sur le seuil à contempler les fauteuils renversés, la porcelaine fracassée et les 1001 débris éclaboussés de sang. Un homme mince d'un certain âge était agenouillé près du corps. Il se releva pour les saluer. « Soir, Johnson, sacré carnage, hein ? Comme vous dites, quelque chose pour nous. » Celui-ci haussa les épaules. « Vous attendrez l'enquête pour les termes scientifiques, dit-il en souriant. Rien de compliqué là-dedans. Saigné comme un porc. Il s'est vidé de son sang en moins d'1 minute. Aucune trace de larmes. » Poirot alla examiner les fenêtres à guillotine. Comme l'avait dit le superintendant, l'une était fermée et verrouillée. L'autre était ouverte de quelques centimètres et bloquée dans cette position par un système de sécurité connu autrefois sous le nom de bouton anti-vol. D'après le majordome, expliqua Sugden, cette fenêtre restait entr'ouverte par tout temps. On a posé par terre un carré de linoléum au cas où la pluie rentrerait. Mais étant donné que l'avancée du toit protège la fenêtre, il ne sert pas à grand-chose. Poirot hocha la tête. Il revint près du corps du vieil homme. Ses lèvres étaient retroussées sur ses gencives exsangues, comme s'il montrait les dents. Ses doigts étaient recourbés comme des serres. « Il n'avait pas l'air du genre costaud, ça non, » remarqua Poirot. « Il était pourtant très résistant, » répliqua le médecin. « Il avait survécu à des sales maladies qui en auraient tué plus d'un. »« Ce n'est pas ce que je veux dire, » reprit Poirot. « Je veux dire qu'il n'était pas épais, pas fort physiquement. Non, il était plutôt frêle. » Poirot se détourna du cadavre et se pencha pour examiner un fauteuil renversé. Un lourd fauteuil d'acajou, massif. À côté, gisait une table ronde en acajou également, et des fragments d'une grosse lampe de porcelaine. 2 autres fauteuils étaient retournés, les débris d'une carafe et de 2 verres, un lourd presse-papier en verre, intact, un amas de livres, un grand vase japonais en morceaux, et une statuette de bronze complétaient la scène. Poirot se pencha sur chacun de ces objets et les étudia avec attention, mais sans les toucher. Il avait les sourcils froncés. « Quelque chose vous frappe, Poirot ?» demanda Johnson. Hercule Poirot soupira. « Un vieil homme tout ratatiné, si frêle, murmura-t-il. Et pourtant, tout ceci... » Johnson parut décontenancé. Il se tourna vers le sergent qui s'activait dans la pièce. « Des empreintes ? » ?»« Des quantités, monsieur, partout. »« Sur le coffre-fort ? » ?»« Rien d'intéressant. Les seules empreintes sont celles du vieux monsieur lui-même. » Johnson s'adressa au médecin. « Et les taches de sang ? Le meurtrier a certainement du sang sur lui. » Le médecin fit la moue. « Pas forcément. Le sang a coulé de la veine jugulaire. Ça ne jaillit pas comme une artère. » « Non, bien sûr. Pourtant, il semble y en avoir partout. »« Oui, » approuva Poirot. « Beaucoup de sang. C'est frappant, cette quantité de sang. » Le superintendant Sugden se tourna respectueusement vers lui. « Cela vous suggère une idée, monsieur Poirot ?» Poirot promena dans la pièce un regard perplexe. « Il règne ici une atmosphère de fureur brutale. Oui, c'est bien ça. De fureur brutale. Et de rage sanguinaire. D'emphase sur le côté sanglant. Il y a
Il y a trop de sang. Du sang sur les fauteuils, sur les tables, sur les tapis. Le sang rituel? Le sang sacrifice? Est-ce de cela qu'il s'agit? Peut-être. Un homme aussi frêle, aussi maigre, aussi desséché, et pourtant, dans la mort, tant de sang. Sa voix s'éteignit. Le superintendant Sugden le fixait, les yeux ronds. « C'est drôle, dit-il d'une voix troublée. C'est ce qu'elle a dit, la dame. »« Quelle dame? Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Madame Lee, Madame Alfred, » répondit Sugden. « Elle était là, à la porte, et elle chuchotait à moitié. Je n'ai pas compris de quoi elle parlait. »« Qu'est-ce qu'elle disait ?»« Quelque chose comme... qui aurait pensé que ce vieux monsieur avait tant de sang en lui ?» Poirot dit doucement. « Qui aurait cru que ce vieil homme eût en lui tant de sang ?» Ce sont les mots de Lady Macbeth. Elle a dit ça. Ah, c'est intéressant.